23 milliards d'euros d'investissements cumulés, c'est ce qui a été annoncé ici. Alors dans des secteurs traditionnels comme la santé, comme les infrastructures aéroportuaires ou l'agriculture, mais le domaine qui a suscité le plus d'investissements, c'est l'intelligence artificielle. Vous savez ici, un quart des entreprises présentes sont tournées, dédiées vers l'IA. Alors parmi les annonces les plus marquantes, il y a celle d'Eutelsat qui, grâce à sa constellation OneWeb et à la construction de 5 nouveaux stations au sol, notamment en Tanzanie mais aussi au Sénégal, va pouvoir couvrir 100% de l'Afrique d'ici 2027. Il y a aussi l'annonce d'Orange Group qui va former 3 millions de jeunes à l'intelligence artificielle, mais aussi à la cybersécurité. Ce sont des formations diplômantes et gratuites grâce à l'ouverture de 50 nouveaux centres de Digital Centers disséminés dans 17 pays. Mais vous savez, l'IA n'est rien sans infrastructure, mais là encore, sa dirigeante, Christelle Heidemann, a fait une annonce. On investit beaucoup tous les ans dans les réseaux mobiles, pour la couverture mobile. On a annoncé par contre qu'on allait accélérer aussi la connectivité internationale avec l'annonce d'un projet de câble sous-marin qui va connecter la côte atlantique européenne à toute la côte ouest africaine. Donc c'est un projet en partenariat, en consortium, dans lequel le groupe Orange, mais aussi les filiales du groupe Orange, par exemple au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, vont collaborer avec d'autres opérateurs. Et donc c'est important parce que la connectivité internationale, c'est aussi important que, évidemment, d'amener la connectivité à toutes les populations dans tous les villages, chose que l'on fait dans nos différents pays. Voilà pour cet entretien réalisé par Demet Korkmaz. On la remercie également toutes les équipes de TV5 Monde qui étaient donc mobilisées ces derniers jours au Kenya. Martial Zebelinga, 23 milliards d'euros annoncés lors de ce sommet, c'est considérable. Mais on sait qu'entre les promesses et la réalité, il y a parfois un gouffre. Alors selon vous, Martial, est-ce que ce chiffre, d'une certaine manière, il est crédible ou sommes-nous tout simplement dans un exercice de communication ? Je vais être franc. On est dans un exercice forcément de communication parce que c'est de la communication politique. Un sommet, c'est de la communication politique à usage interne, à usage externe. Il peut y avoir des effets symboliques parce qu'on diffuse des discours, etc. Très concrètement, je vais revenir avant d'aller dans votre sens, je vais revenir sur deux notions. Vous avez mis en avant la question de l'aide et la question des investissements. Okay, et cette notion, pour moi, me gêne beaucoup. Parce que quand vous regardez le contenu de l'aide, concrètement, à l'AFD aujourd'hui, ce sont des prêts. Concrètement, ce sont des prêts, certes concessionnels, mais ce sont des prêts. Donc, il n'y a pas une si grande opposition entre ce qui est présenté comme étant de l'aide, parce que l'aide suppose une espèce d'un flux unilatéral. En réalité, tous les processus d'aide, principalement, sont des processus ou de prêts, ou alors des processus qui appliquent un taux de retour. C'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'une aide va entraîner une ouverture de marché, une aide va entraîner des conditionnalités officielles ou officieuses. Donc investissement ou aide, en réalité, c'est la même chose. Il n'y a pas de relation d'aide, fondamentalement, entre les pays dits en développement et les pays développés. Il y a des relations d'intérêt, il faudrait les assumer, et il faudrait que ces relations passent par du contrat, de la transparence. Donc, je rejette cette notion de aide, investissement. Par ailleurs, la notion d'investissement n'implique pas efficacité ou efficience. Toutes ces 20 dernières années, on a eu des investissements et des investissements directs, mais c'est des investissements extractifs, c'est des investissements sans grande transformation de valeur ajoutée, si bien qu'on est aujourd'hui le seul continent, quasiment, qui n'a pas augmenté son niveau d'industrialisation. Donc, il y a un problème par rapport à ça. Je passe sur la question. Rapidement, sur la question du franc CFA, je pense qu'on ne va pas... On va y revenir. Mais juste avant, j'aimerais faire réagir Francis Laloupeau. Okay. Francis, Martial nous dit que cette logique d'aide d'investissement, d'une certaine manière, ne correspond pas à grand-chose. Est-ce que vous partagez son avis ? Oui, alors techniquement, ce que dit Martial est tout à fait juste. Mais moi, je vais avoir, je dirais, une approche peut-être beaucoup plus généraliste. C'est qu'en fait, la question de l'architecture financière mondiale est une vraie préoccupation des États. Et la question de la gouvernance mondiale, c'est-à-dire qu'à une époque où on assiste, il faut le dire, à une érosion des solidarités à l'échelle internationale, il est quand même bon, je veux dire, de placer cette question au cœur des préoccupations. Et c'est ce qui a été fait, en fait, à Nairobi. Maintenant, c'est vrai que l'opposition entre
je veux dire, l'investissement privé et l'aide publique au développement est une opposition absolument artificielle. La question est de savoir quels sont les véritables besoins de ces pays-là, parce que les 23 milliards dont on parle, je dirais que c'est une contribution, je dirais, relativement modeste par rapport aux véritables besoins en termes d'investissement sur le continent, des besoins qui ont été chiffrés à peu près à 1000 milliards à l'heure actuelle. Donc c'est une contribution. En même temps, je pense qu'il ne faut pas avoir un regard critique parce qu'il faut replacer, je dirais, ce sommet à sa juste dimension. Ce sommet s'inscrit au fond dans un contexte où, il faut bien le rappeler que depuis une trentaine d'années, les pays africains ont massivement et énergiquement diversifié leur partenariat. Donc la part de la France aujourd'hui dans ce contexte qui est un contexte compétitionnel, qui est un contexte de rivalité avec d'autres puissances sur le continent, en premier lieu la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Turquie, les Émirats arabes unis, etc. En réalité, la France cherche simplement, je dirais, à avoir sa part, je dirais, de marché, à avoir, je dirais, son espace d'action, à la fois économique et politique, dans ce contexte-là, qui aujourd'hui, en fait, a totalement rompu avec les relations bilatérales que l'on connaissait autrefois. Nous sommes passés aujourd'hui, en Afrique en tout cas, à une approche multipolaire de la relation commerciale, et la France, simplement, je dirais, il faut remettre ces 23 milliards, ou en tout cas ce sommet, dans sa juste dimension, et dans un contexte Francis, est-ce qu'il y a une forme de facilité aujourd'hui à critiquer cette aide ou ces investissements? On entendait William Ruto tout à l'heure, qui d'une certaine manière expliquait que c'était une responsabilité partagée autant du côté africain que du côté français. Ah non, ce n'est pas une critique. En fait, je veux dire, ce que je dis est purement, je veux dire que c'est un regard sur la réalité. Ce sommet s'inscrit dans une réalité. Et le fait aujourd'hui, d'ailleurs, d'organiser un sommet placé sous le signe de l'économie, c'est prendre en compte un principe de réalité. Parce que la question de la diplomatie économique en France n'est pas nouvelle. C'est-à-dire qu'elle a été évoquée sous François Hollande à l'époque, avec évidemment des fortunes qui étaient plutôt modestes. Aujourd'hui, en fait, c'est une façon de réactiver cette primauté de l'économie en mettant en place une diplomatie économique, au même titre d'ailleurs que les autres partenaires des pays africains, les autres grands partenaires des pays africains. Donc la France a sa place effectivement sur ce continent, elle cherche à la conforter, ce qui est tout à fait juste. Mais il faut, je veux dire, remettre tout cela dans un contexte où la France doit composer plus fortement que jamais, plus fortement qu'autrefois, avec d'autres partenaires de pays africains, donc d'autres concurrents, dans un contexte de rivalité, parfois, dans cet espace continental. Alors tout à l'heure, lors de son interview, le président français a d'une certaine manière expliqué que la France avait une carte à jouer, que ce soit notamment dans les pays anglophones face à des mastodontes tels que la Chine ou les États-Unis. Écoutez ce qu'il disait. Vous insistez sur une approche économique pour renouveler ce partenariat avec l'Afrique, mais compte tenu des contraintes budgétaires de la France, est-ce que vous avez les moyens justement de rivaliser avec des puissances comme la Chine ou les États-Unis? Oui, résolument. D'abord parce que les États-Unis ont coupé bien plus massivement que nous leur aide, pour des raisons, idéologiques. La France, après ma première élection, a beaucoup monté son aide publique au développement, avec une loi aussi pluriannuelle. La difficulté budgétaire, la réalité politique aussi, ont fait que les choix qui ont été faits par le Parlement ces 2 dernières années ont plutôt rebaissé la courbe. Néanmoins, elle est supérieure à ce qu'on avait en 2017. Mais le plus important, c'est qu'au fond, et d'ailleurs le président Ruto l'a lui-même dit, c'est pas de l'aide budgétaire que demandent les pays africains avant tout. Ils veulent de l'investissement. Et c'est aussi une façon de changer complètement le logiciel. C'est pas nous qui venons vous dire vous avez besoin de ça ou ça, on va vous mettre de l'argent. Avec souvent de l'incompréhension chez nous, de gens qui disent attendez, on nous explique qu'il n'y a plus d'argent pour nos universités, nos écoles, vous allez dépenser cet argent-là à l'autre bout du monde. Là, c'est de l'investissement. Pierre Jacquemot, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ancien ambassadeur français. Vous avez notamment été en poste au Kenya, terre anglophone. On vient d'entendre Emmanuel Macron. Est-ce que la France a les moyens de rivaliser face à ses concurrents directs que sont aujourd'hui en terre anglophone les Américains ou les Chinois? Écoutez, les entreprises françaises sont déjà très présentes. On compte près de 2500 filiales. Le stock de capital détenu par des entreprises françaises est l'un des plus importants, 60 milliards de dollars. Avec les Néerlandais et les Anglais, c'est beaucoup plus important que les Chinois, les Turcs, les Indiens ou d'autres. Je parle de stock d'investissement, je ne parle pas de commerce, même si on a perdu beaucoup de
part de marché en termes de commerce. Donc il y a une présence assez forte. Je crois qu'il y a une création de près de 300 000 emplois et puis une redistribution à travers la fiscalité au bénéfice des budgets locaux, même si on peut dénoncer des transferts parfois occultes qui peuvent revêtir une certaine importance. Donc il y a une présence française déjà. Et il y a une dynamique des entreprises, de certaines d'entre elles, qui n'ont pas besoin d'un discours de Macron ou d'un sommet quelconque pour pouvoir poursuivre, que ce soit Orange, Lactalis, Engie, etc. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et je voudrais aller dans le sens de ce que Martial commençait à dire, c'est d'abord un problème de financement. Il y a un gap de financement, 1 000 milliards de dollars par an. Rien que sur le secteur environnemental, il faut 150 milliards de dollars pour pouvoir financer la transition écologique sur le continent africain. On est loin du compte. Bon, alors évidemment, les 23 milliards, c'est pas beaucoup. Et puis c'est un effet d'annonce. On met là-dedans des briques et des brocs. Il y a de la PD dedans, parce qu'il y a des financements de l'AFD. Bon. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que le mot APD, aide publique au développement, est complètement out. On peut le mettre à la poubelle. Il n'a plus aucun sens dans les pratiques qui sont réclamées en termes de partenariat, parce que l'aide, c'est quelque chose de symétrique, c'est quelque chose, le donneur et le donnant, la main etc. Bon, il y a toutes ces images qui sont négatives. Pour avoir été directeur de la coopération française pendant un certain nombre d'années, déjà, il y a 20 ans, on n'utilisait plus ce vocabulaire. On réhabilitait un mot qu'on trouvait assez fort, qui était coopération. Des mots de ce type sont un peu plus forts. Ça n'empêche que le problème fondamental, c'est un problème de financement. Et moi, je suis beaucoup plus préoccupé, je l'ai dit tout à l'heure, sur le financement des services sociaux, qui, elles, ne peuvent pas trouver, peut-être un peu dans l'éducation, mais certainement pas dans les secteurs fondamentaux, soit le secteur de la lutte contre la malnutrition. À part une ou deux entreprises françaises qui sont un peu dans le coup, on est loin du compte pour pouvoir répondre à tous les besoins que l'on peut rencontrer dans les camps de réfugiés, dans les banlieues pauvres de telle ou telle capitale africaine. J'aimerais qu'on entende Ileana Santos. Ileana Santos, en définitive, est-ce que ce modèle d'investissement proposé ces derniers jours en Nairobi par le président français notamment, est-ce qu'il est structurellement différent de ce qui existait auparavant selon vous ? Déjà, on a parlé des 23 milliards. Alors, c'est pas que l'ex-APD, il y a aussi le secteur privé. Il faut dire quand même que ce qui marque ce sommet fondamentalement, c'est la présence d'entrepreneurs français et africains, notamment les Nigérians, qui investissent. Une des annonces, notamment avec Mansa, la Maison des mondes africains, c'est un co-investissement entre un entrepreneur nigérian et un entrepreneur français. Ça montre aussi cette dynamique. Et puis après, il y a tout ce travail qui a été fait par Finance en commun, qui est un produit de l'AFD, avec ce travail de mettre en commun des banques multilatérales. Et justement, peut-être que le fait de voir ces banques multilatérales travailler ensemble peut permettre de financer l'énergie, l'éducation, la santé, en tout cas les secteurs sociaux, parce que je rejoins sur le plateau la préoccupation qui est de se dire, aujourd'hui, avec la baisse des aides, l'arrêt même totalement des aides américaines, comment on fait justement pour la santé, l'éducation. Et donc, je pense que les banques multilatérales auront un rôle à jouer. Et puis derrière, parce que ça a été aussi un gros sujet pendant ce sommet, c'est l'annonce de la nouvelle architecture financière de la BAD, comment justement la France pourra accompagner avec des mécanismes de garantie. Donc, on est quand même sur des modèles hybrides. C'est pas un seul modèle, c'est un mix de produits. Et donc, ce qui va être intéressant à suivre, c'est qui va se saisir de quel outil et comment, à quelle hauteur selon les secteurs. Donc je pense que voilà, c'est ça le vrai enjeu pour les prochaines semaines. Et puis après, il y a le G7 aussi. Moi, j'attends beaucoup. Pour moi, Nairobi était une étape au G7. Peut-être qu'on pourra débloquer des thématiques, notamment autour des droits de tirage spéciaux, pour lesquels on n'a pas encore trouvé le refléchage, par exemple, vers des banques publiques multilatérales comme la BAD. Donc il y a quand même, je pense, dans les prochains jours, des sujets à suivre pour que ça soit vraiment abouti. Enfin, Martial, pour conclure cette partie consacrée à l'économie et à ce sommet Africa Forward, selon vous, à quoi vont aboutir les annonces qu'on a entendues ces derniers jours ? Est-ce qu'il y aura un suivi ? Est-ce que d'ailleurs il y a même un suivi de ces fameux sommets qui durent depuis maintenant presque 30 ans ? Difficile à dire. Je pense que ce qu'il faudrait peut-être retenir, et peut-être faut revenir à ça, c'est quelles sont les priorités africaines et qui édicte les priorités africaines. C'est très important de savoir qui fixe les normes. Et il ne faudrait pas que des sommets décident implicitement des priorités africaines.
Et il se trouve que les Africains, depuis 50 ans, ont des priorités. Vous avez eu le plan d'action de Lagos, vous avez le programme 2065 qui a des priorités explicites. Un, l'industrialisation. Vous n'entendez pas parler d'industrialisation dans tout ce que vous entendez dire. Bon, et selon certains observateurs, c'est le point crucial. C'est le point essentiel. C'est-à-dire que l'Afrique n'a pas changé sa structure économique depuis la période coloniale. On reste dans des économies coloniales. De tout ce que nous avons entendu, rien ne nous amène à changer de structure. Ça veut dire qu'on peut faire des mobilités, investir, aller chez les anglophones, francophones, etc. On reste dans le même modèle extractif. On vend des matières premières et on ne transforme pas. On achète des biens manufacturés. Ce modèle-là, c'est ce modèle qu'il faut transformer. Et ça, c'est une priorité que les Africains doivent mettre en avant. Du point de vue financier, il y a des innovations. Aujourd'hui, on sait que les diasporas peuvent rapporter de l'ordre de 100 milliards d'euros par an. C'est plus que les investissements indirects étrangers, c'est plus que l'aide publique au développement qui n'existe plus. On sait aussi qu'il y a des flux financiers illicites sur lesquels il faut absolument travailler, de l'ordre de 100 milliards également. Donc il y a de façon endogène tout un travail à faire en s'écartant quelquefois des directives ou des normes ou voire des oukases des grands sommets et travailler de façon endogène pour produire une économie qui bénéficie aux Africains, à l'intérêt général des Africains, avec leurs partenaires du monde entier. Voilà pour ce qu'on pouvait dire ce soir au sujet de la partie économique de ce sommet Africa Forward.